Tu scrolles sur Se Loger ou Le Bon Coin à minuit. Et chaque maison qui n'a pas l'air de s'effondrer coûte 400 000 euros. La cuisine a un plan de travail en stratifié de 2003, la moquette est démge, il y a du lambris dans la cave. Et l'agent immobilier a le culot d'appeler ça une maison idéale pour primo-accédants. Pendant ce temps, t'es là à faire des calculs mentaux sur ton salaire en te demandant si t'as raté une énorme promotion ou si le marché immobilier a collectivement perdu la tête. Spoiler, c'est pas toi, c'est les maths. Et les maths sont absolument brutales. Je m'appelle Hugo et aujourd'hui on va faire quelque chose que les agents immobiliers détestent. On va calculer qui peut vraiment s'offrir une maison à 400 000 euros en 2026. Pas ceux à qui la banque accordera un prêt, mais ceux qui peuvent légitimement se le permettre sans transformer leur vie en simulateur de stress financier. Parce qu'il y a une différence énorme entre être éligible à un crédit immobilier et pouvoir dormir la nuit après avoir signé chez le notaire. Avant de commencer, pense à t'abonner et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo pour m'encourager à continuer à produire ce type de vidéo. Commençons par la réalité inconfortable. Dans des dizaines de villes françaises en ce moment, 400 000 euros, c'est le prix plancher. Ça te donne pas un manoir, hein. Ça te donne une maison de 100 mètres carrés avec 3 chambres, une salle de bain et un jardin de la taille d'une serviette de plage. Dans des villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes ou n'importe quoi à distance de RER de Paris, 400 000 euros, c'est ce que les gens normaux sont censés sortir de nulle part pour des maisons normales. Le salaire médian en France tourne autour de 2 100 euros net par mois, soit environ 25 000 euros par an. Donc on demande à des gens qui gagnent 25 000 euros de s'offrir des maisons qui coûtent 16 fois leur revenu annuel. Si ce ratio te semble dingue, félicitations, tu fais attention. Mais tout le monde continue de dire que c'est possible. Le courtier dit que ton dossier passe, tes parents ont acheté une maison en gagnant bien moins, un influenceur sur TikTok retape des maisons sans apport. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tout le monde te ment sur ce que « abordable » veut vraiment dire. Commençons par l'apport, parce que c'est là que les rêves de la plupart des gens viennent mourir. La règle classique, c'était 20% d'apport. Sur une maison à 400 000 euros, ça fait 80 000 euros cash. Laisse-moi répéter, 80 000 euros. L'épargne médiane des Français sur un livret A, c'est autour de 6 000 euros. Donc t'es pas juste un peu court, t'es à 74 000 euros près. Et avant que tu dises « je vais juste économiser », faisons ce calcul aussi. Si tu gagnes 25 000 euros net par an et que tu arrives miraculeusement à épargner 10% de ton revenu, ce que presque personne ne fait, tu mets de côté 2 500 euros par an. À ce rythme, il te faudra 32 ans pour économiser l'apport, en supposant que les prix de l'immobilier n'augmentent pas, ce qu'ils font absolument. Ok, donc tu sautes l'apport de 20%. Tu mets 10% à la place, comme la plupart des gens. Félicitations, tu viens de débloquer une nouvelle dépense, une assurance emprunteur plus élevée et des conditions de prêt moins avantageuses. C'est essentiellement une taxe sur la pauvreté qui tourne autour de 150 à 300 euros de plus par mois, selon ton profil. Tu paies de l'argent en plus chaque mois pour une assurance qui protège la banque, pas toi. Parce qu'ils ont peur que tu fasses défaut. Donc tu commences déjà dans une position de punition financière. Maintenant, parlons de la mensualité du crédit. Tu mets 10% d'apport, soit 40 000 euros que tu as réussi à gratter quelque part. Ça te laisse un prêt de 360 000 euros. Au taux actuel, quelque part entre 3,5% et 4% selon ton profil, ta mensualité de crédit va tourner autour de 1 800 à 1 950 euros. C'est juste le capital et les intérêts. Ce chiffre n'inclut pas une seule autre chose dont tu as besoin pour vraiment vivre dans la maison. Ajoutons la taxe foncière. Selon où tu habites, tu regardes entre 2 500 et 5 000 euros par an, ce qui fait environ 350 euros par mois si on est conservateur. Ensuite, l'assurance habitation, qui a explosé ces dernières années grâce au changement climatique, qui rend tout plus cher à assurer. Tu regardes encore 40 à 80 euros par mois selon ta localisation et si ta maison est en zone inondable ou à risque. Puis il y a l'entretien, le truc que tout le monde oublie jusqu'à ce que le chauffe-eau explose à 23 h un dimanche. La règle générale, c'est de budgéter 1% de la valeur de ta maison par an pour l'entretien et les réparations. Sur une maison à 400 000 euros, ça fait 4 000 euros par an, soit environ 333 euros par mois. Et n'oublie pas les charges de copropriété si tu es concerné ou les frais divers. Rajoute encore 100 à 200 euros. Alors, additionnons tout ça. Mensualité de crédit, 1 900 euros. Taxe foncière, 350 euros. Assurance, 60 euros. Entretien, 333 euros. Frais divers, 150 euros. Ton coût mensuel total pour te loger est maintenant environ 2 793 euros.
Et ça suppose que rien ne casse, que t'as pas besoin d'un nouveau toit et que ton syndic décide pas de refaire la façade et de t'envoyer une facture de 8 000 €. Voilà où ça devient vraiment drôle. Les conseillers financiers te diront que tu ne devrais pas dépenser plus de 33% de tes revenus nets mensuels pour te loger. Les banques t'approuveront si ton taux d'endettement est sous 35%. Faisons le calcul inverse. Si tu dépenses 2 793 € par mois pour te loger et que ça représente 33% de tes revenus, tu dois gagner environ 8 465 € net par mois, soit plus de 100 000 € net par an. Et maintenant, on arrive à la chute. Seulement environ 5% des ménages français gagnent 100 000 € net ou plus, ce qui veut dire que 95% des ménages français ne peuvent pas confortablement s'offrir une maison à 400 000 € selon n'importe quel standard financier raisonnable. C'est pas une opinion, c'est juste les maths qui sont cruelles. Mais tu te dis, les gens achètent quand même ces maisons. C'est qui ces gens ? Certains ont 2 revenus dans des domaines bien payés. Certains ont de l'argent familial. Certains s'étirent tellement financièrement qu'une facture médicale ou une perte d'emploi effondrerait toute leur vie financière. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble vraiment quand tu fais les calculs sur un vrai ménage qui essaye de faire marcher le truc. Rencontrons un ménage qu'on va appeler les Dupont. 2 professionnels qui travaillent avec un revenu combiné de 6 500 € net par mois, soit environ 78 000 € net par an. Ça les place bien au-dessus de la médiane, solidement dans la classe moyenne supérieure. Ils devraient être à l'aise, non ? Regardons ce qui se passe quand ils achètent cette maison à 400 000 €. D'abord, leur revenu net de 6 500 € par mois semble impressionnant. C'est leur argent réel pour vivre. Maintenant, soustrais ce coût mensuel de logement de 2 793 € qu'on a calculé. Il leur reste 3 707 € pour littéralement tout le reste de leur vie. 2 voitures parce qu'ils ont tous les 2 besoin de faire le trajet, ça part à 600 €, crédit auto. Assurance auto pour 2 véhicules, encore 150 €. Essence parce que rien n'est accessible à pied en banlieue, 300 €. Crédit étudiant ou formation parce qu'ils avaient besoin de ces diplômes pour décrocher les emplois qui les ont qualifiés pour le crédit immobilier. Conservativement, 200 €. Mutuelle santé que leur employeur ne couvre pas entièrement, 150 €. Courses pour une famille qui essaie de manger raisonnablement sainement, 700 € s'ils font attention. Charges pour cette plus grande maison, électricité, eau, gaz, internet, téléphone, 350 €. On est maintenant à 1 257 € restants. Et on n'a pas touché aux vêtements, aux loisirs, aux activités des enfants, aux réparations de voitures, aux frais médicaux ou aux besoins psychologiques de sortir de chez soi de temps en temps et de faire semblant d'avoir une vie. Ah, et l'épargne, le fonds d'urgence, la retraite au-delà du minimum légal, bonne chance. Ce ménage dépense 43% de son revenu net pour le logement. Pas 33%, pas même 35%, presque la moitié. Et ce ne sont pas des gens irresponsables. Ils n'achètent pas de jet ski ou ne partent pas en vacances aux Maldives. Ils essaient juste de vivre dans une maison que le marché leur dit être normale. Voilà ce que ça fait vraiment au quotidien. Ça fait vérifier son compte en banque avant d'acheter les courses. Ça fait dire non à la sortie scolaire de ton gamin parce que ces 35 € pourraient être nécessaires si le voyant moteur s'allume. Ça fait rester éveillé à 2 h du matin à faire des calculs mentaux pour savoir si tu peux te permettre de nouveaux pneus ce mois-ci ou si tu dois repousser au mois prochain et juste prier qu'il ne pleuve pas. Ça fait être à une dépense imprévue de la catastrophe en permanence. La chaudière lâche, c'est 4 000 € que t'as pas. Quelqu'un te rentre dedans et ta franchise est de 500 €. Tu mets ça sur la carte de crédit. Ton gamin a besoin d'un appareil dentaire, tu finances des soins dentaires comme si c'était une voiture. C'est la réalité pour des ménages qui gagnent 78 000 € net par an et qui essayent de posséder une maison à 400 000 €. Maintenant, imagine ce que ça donne pour un ménage qui gagne 50 000 € ou 40 000 € ou, mon Dieu, le revenu médian réel de 25 000 €. Au revenu médian, acheter une maison à 400 000 €, c'est pas serré. C'est même pas s'étirer, c'est de la fantaisie financière. C'est mathématiquement impossible sans une aide extérieure massive ou en acceptant un niveau de risque qui rendrait nerveux un parachutiste. Mais voilà ce qui rend tout ça vraiment pernicieux. Le marché immobilier se fiche de ces chiffres. Les vendeurs affichent les maisons à 400 000 € parce que c'est ce que des maisons comparables se sont vendues. Les banques approuvent les acheteurs à 35% d'endettement parce que techniquement, le prêt ne fera pas défaut immédiatement. Les agents immobiliers encouragent les acheteurs à s'étirer parce que leur commission dépend de la conclusion de la vente. Personne dans la transaction n'a d'incitation à te dire que tu es sur le point de te noyer financièrement. Le système est conçu pour te faire entrer dans la maison, pas pour s'assurer que tu peux confortablement te la permettre sur le long terme. Et une fois que tu es dedans,
Une fois que tu as signé ces papiers et déménagé tes meubles, t'es coincé. Tu peux pas juste décider 6 mois plus tard que c'était une erreur et partir, sans détruire ton crédit et perdre ton apport. Alors les gens restent. Ils restent dans des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre, travaillant dans des jobs qu'ils détestent parce qu'ils ne peuvent pas risquer la moindre interruption de revenus, regardant lentement leur épargne s'évaporer, se demandant pourquoi ils se sentent si stressés alors qu'ils sont censés vivre le rêve français. Laisse-moi te dire à quoi ressemble la dure vérité. Pour probablement 90% des ménages français, une maison à 400 000 € n'est pas abordable. Pas de manière durable, pas sans accepter un niveau de précarité financière qui aurait été considéré comme irresponsable il y a une génération. C'est pas un échec personnel. C'est pas une question de ne pas travailler assez dur ou de ne pas être assez malin financièrement. C'est un marché immobilier qui s'est complètement déconnecté de la réalité des revenus. Les prix de l'immobilier ont augmenté d'environ 150% depuis 2000. Le revenu médian des ménages a augmenté d'environ 40% sur la même période. Les maths ne fonctionnent pas. Elles ne peuvent pas fonctionner. Elles ne fonctionneront pas. Et pourtant, on continue de faire semblant qu'elles fonctionnent. On continue de dire aux gens que l'accession à la propriété est essentielle pour construire de la richesse, ce qui est techniquement vrai, mais ignore la partie où tu dois d'abord survivre au crédit. On continue de perpétuer le mythe que si tu gères juste mieux ton budget, que tu arrêtes le café à 4 € et que tu fais un side hustle, tu peux y arriver. Mais tu ne peux pas budgéter ta sortie d'une crise structurelle d'accessibilité. Tu ne peux pas side hustler ton chemin vers un apport quand le loyer bouffe 40% de tes revenus. Tu ne peux pas manifester un taux d'intérêt plus bas par la pensée positive. Ce que tu peux faire, c'est comprendre les vrais chiffres pour prendre une décision éclairée. Peut-être que cette décision, c'est de continuer à louer et d'investir la différence. Peut-être que c'est de regarder une maison à 250 000 € à la place, même si ça veut dire un trajet plus long ou un jardin plus petit. Peut-être que c'est de reconnaître que l'accession à la propriété dans ton marché actuel n'est simplement pas viable en ce moment. Et c'est OK. Parce que voilà ce que personne ne te dit. Il n'y a pas de prix pour acheter une maison que tu ne peux pas te permettre. Il n'y a pas de trophée pour être house poor. Le stress de faire à peine ta mensualité chaque mois effacera toute fierté que tu as ressentie le jour où tu as eu les clés. La vraie question n'est pas de savoir si tu peux techniquement être approuvé pour une maison à 400 000 €. La vraie question est de savoir si posséder cette maison va vraiment améliorer ta vie ou juste transférer ton argent à une banque pendant que tu stresses sur la taxe foncière. Et pour la plupart des gens, quand tu fais les calculs honnêtes, la réponse devient inconfortablement claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement ? Soyons directs. Si tu regardes une maison à 400 000 € en ce moment et que le revenu de ton ménage est en dessous de 90 000 € net par an, tu dois t'arrêter. Juste t'arrêter. Tu es au point de prendre une décision financière qui va dominer et potentiellement ruiner la prochaine décennie de ta vie. Je m'en fiche de ce que le courtier dit que tu peux emprunter. Je m'en fiche de ce que l'agent immobilier dit être normal dans ton marché. Je m'en fiche que tes amis y soient arrivés d'une façon ou d'une autre. Les chiffres sont les chiffres, et ils se fichent de tes sentiments ou de tes rêves de cuisine Instagram. Parlons de ce qui se passe quand tu ignores ce conseil, parce que beaucoup de gens le font. Tu t'étires, tu te convaincs que ça ira. Peut-être que tu paries sur une future augmentation qui ne s'est pas encore matérialisée. Peut-être que tu prévois de faire du freelance le week-end. Peut-être que tu es juste vraiment fatigué de louer et tu veux tellement ça que tu as arrêté de penser rationnellement. Alors t'achètes la maison. Félicitations. Maintenant quoi ? Mois 1, tu fais le paiement. C'est serré, mais t'as réussi. Mois 2, pareil. Tu réduis les restos, tu annules l'abonnement à la salle, mais tu gères. Puis mois 4, ta voiture a besoin de nouveaux brins. C'est 600 € que tu n'avais pas budgété parce que chaque euro est déjà alloué au maintien de la maison. Tu mets ça sur ta carte de crédit. Mois 7, la chaudière lâche en janvier. Le devis de réparation est de 3 500 €. Tu ne l'as pas. Tu finances. Mois 9. Ton ou ta conjointe se fait réduire ses heures au travail. Soudain, tu as 500 € de moins chaque mois. Et ce fonds d'urgence que tu étais censé construire, il n'est jamais arrivé parce qu'il n'y avait rien à économiser. C'est la réalité d'être house poor. Tu possèdes une maison, techniquement, même si la banque la possède vraiment pour les 25 prochaines années, mais tu ne peux pas te permettre d'y vivre confortablement. Tu ne peux pas te permettre de l'entretenir correctement. Tu ne peux définitivement pas te permettre d'en profiter. Chaque dépense imprévue devient une crise. Chaque décision financière est prise à travers le prisme de « est-ce qu'on peut encore faire la mensualité ?» Tu deviens prisonnier de ta propre maison, travaillant pour payer des murs que t'es trop stressé pour apprécier. Et voilà la partie vraiment torlue. Parce que le logement est devenu si inabordable, on a normalisé cette misère.
On a rebrandé la détresse financière en vie d'adulte. Oh, t'es Haspour, bienvenue dans la propriété immobilière. Tu peux pas te permettre de meubler 3 de tes pièces, ça fait partie du voyage. Tu manges des pâtes au dîner parce que tout ton argent est parti dans le crédit, tu construis du patrimoine. C'est comme si on s'était collectivement mis d'accord pour faire semblant que galérer à s'offrir une propriété basique est un rite de passage plutôt qu'un symptôme d'un système cassé. Les maths te hurlent dessus, mais la culture continue de murmurer que tu devrais acheter quand même. Tes parents ont acheté une maison à ton âge, peu importe que leur maison ait coûté 3 fois leur revenu annuel et la tienne en coûte 10. Tes amis achètent, peu importe que tu aies aucune idée de leur situation financière réelle ou s'ils se noient derrière leur porte d'entrée fraîchement repeinte. La société te dit que louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Peu importe que ne pas pouvoir se permettre ton crédit, c'est aussi jeter l'argent par les fenêtres, juste avec des étapes supplémentaires et des conséquences pires. Alors laisse-moi te donner la permission de faire quelque chose de radical. Tu peux choisir de ne pas jouer à ce jeu. Tu peux regarder une maison à 400 000 €, faire les vrais calculs et décider que ça ne vaut pas le coup de sacrifier ta stabilité financière, ta santé mentale et ta capacité à construire une vraie richesse. Tu peux continuer à louer. Tu peux épargner agressivement et attendre une correction du marché. Tu peux regarder des marchés moins chers ou des maisons plus petites. Tu peux reconnaître que le rêve français d'accession à la propriété a été déformé en quelque chose de méconnaissable et possiblement inatteignable. Et c'est pas ta faute. Parce que voilà ce qui construit vraiment la richesse. C'est pas posséder une maison que tu peux à peine te permettre, c'est avoir de la marge dans ton budget. C'est pouvoir investir régulièrement. C'est ne pas avoir à choisir entre réparer ton toit et cotiser pour ta retraite. C'est dormir la nuit sans anxiété sur comment tu vas couvrir le paiement du mois prochain. La vraie richesse, c'est la liberté, pas un patrimoine auquel tu ne peux pas accéder parce que tu es piégé par l'actif qui est censé te rendre riche. L'industrie financière a fait un travail incroyable pour convaincre les gens que l'accession à la propriété est toujours le bon choix, qu'acheter est toujours mieux que louer, que tu devrais t'étirer autant que possible parce que l'immobilier prend toujours de la valeur. Mais ils te vendent un produit, ils profitent quand tu achètes, pas quand tu prends des décisions intelligentes. La banque gagne de l'argent sur ton crédit de 25 ans, l'agent immobilier gagne de l'argent sur le prix de vente, l'assureur gagne de l'argent sur ta police. Personne dans cette équation ne gagne de l'argent quand tu dis « non merci, ça marche pas pour moi ». Alors si tu es assis là, maintenant, à te sentir exclu du marché, à sentir que l'accession à la propriété t'échappe, à te sentir en échec sur une étape fondamentale de la vie adulte, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. T'es pas en échec, c'est le système qui te fait défaut. Les prix de l'immobilier ont tellement dépassé la croissance des salaires que ce qui était normal et atteignable pour les générations précédentes est maintenant un article de luxe pour la plupart des gens. Une maison à 400 000 € n'est pas un premier achat accessible. Elle n'est pas abordable avec un revenu médian. Elle n'est pas quelque chose pour laquelle tu devrais t'étirer, à moins que tu aies véritablement les revenus pour la supporter sans acrobatie financière. Fais tes vrais calculs. Intègre tous les coûts. Sois honnête sur la stabilité de tes revenus. Et si les maths ne marchent pas, passe ton chemin. Il n'y a aucune honte à dire « ça n'a pas de sens pour moi en ce moment ». Il n'y a pas de trophée pour acheter une maison qui te rend malheureux. La vraie victoire, c'est de prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que la pression sociale, sur les maths plutôt que l'émotion, sur ta situation financière réelle plutôt que ce que tu voudrais qu'elle soit. C'est comme ça que tu évites de devenir un autre exemple dans une vidéo YouTube sur le vrai coût de cette maison à 400 000 €. Écoute, je te dis pas d'abandonner l'accession à la propriété pour toujours. Je te dis d'abandonner l'illusion qu'une maison à 400 000 € est à ta portée, juste parce qu'une banque te laissera signer les papiers. Ce sont deux choses catastrophiquement différentes. La tolérance de risque de la banque et ta capacité à vraiment vivre une vie ne sont pas le même calcul. Peut-être que dans 5 ans, tes revenus doublent. Peut-être que le marché corrige et cette même maison coûte 300 000 €. Peut-être que tu déménages dans un marché où 400 000 € t'achètent vraiment quelque chose de raisonnable au lieu d'un appartement glorifié avec un crédit. Mais là, maintenant, aujourd'hui, avec les prix actuels et les revenus actuels, ces maths ne marchent pas pour la plupart des gens. Et faire semblant du contraire ne te rend pas optimiste. Ça fait de toi une future statistique dans une vidéo YouTube de quelqu'un d'autre sur la crise des saisies immobilières. Alors voici mon vrai conseil. Arrête de regarder ce pour quoi tu es éligible et commence à regarder ce que tu peux vraiment te permettre sans transformer ta vie en numéro d'équilibriste financier. Trouve le montant où tu peux payer le crédit, gérer l'entretien, épargner pour les urgences, investir pour la retraite et encore occasionnellement te rappeler ce que ça fait de ne pas être stressé par l'argent.
Pour la plupart des gens, ce montant n'est nulle part près de 400 000 euros. Et c'est complètement OK. T'es pas moins réussi parce que t'es réaliste. T'es pas en échec dans la vie adulte parce que tu refuses de te noyer financièrement pour un plan de travail de granit. T'es juste en train de faire des maths que, visiblement, personne d'autre ne veut faire. Le marché immobilier va continuer de faire semblant que ces prix ont du sens. Les banques vont continuer d'approuver des prêts qui ne devraient pas exister. Les agents immobiliers vont continuer à te dire que c'est le bon moment d'acheter. Mais t'es pas obligé de participer à la folie financière collective juste parce que tout le monde le fait. Parfois, le choix le plus intelligent, c'est de reconnaître quand le jeu est truqué et de choisir de ne pas jouer.